Agriculture et société, nouveaux défis, nouvelles alliances, c'est le thème de cette table ronde. La société donc attend beaucoup de l'agriculture et lui pose des nouveaux défis, des produits de qualité locaux, préservation de l'environnement et du climat, autant de tendances qui imposent peut-être à la profession de se réinventer. Le contexte actuel offre de nombreuses opportunités pour que l'agriculture réponde à ces défis, accroisse sa performance et crée de nouveaux liens avec la société, les habitants et les consommateurs. Des politiques publiques locales peuvent participer à répondre à ces enjeux. Les agriculteurs érotés ont su rencontrer leurs consommateurs, mais la bonne relation avec l'ensemble des citoyens demeure incertaine, même si la crise sanitaire a montré l'attachement des Français à l'agriculture et leur confiance aux produits locaux. Le défi est le thème de cette table ronde. Comment bien vivre ensemble sur le territoire au quotidien? Nouveaux défis, nouvelles alliances. Excusez-moi pour ma voix qui est un petit peu éraillée. François Purseigle, je vais commencer par vous. Je le disais un instant, vous êtes sur l'agriculture depuis de nombreuses années. Vous avez donc pu observer une mutation, transformation des exploitations agricoles et leur système d'exploitation. Deux chiffres assez révélateurs de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Plus 16,5% de l'emploi salarié et un recours aux entreprises de travaux agricoles avec un peu plus de 65%. Comment vous-même percevez-vous les évolutions des métiers de l'agriculture et des femmes et des hommes qui font ce métier? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir sur cette thématique qui m'est chère et dans un département qui m'est cher. Alors, comment je vois évoluer ce qu'on va appeler les mondes agricoles, parce que je pense que le singulier ne prévaut plus quand il s'agit de parler de cette profession, je dirais même de ces professions. 3 éléments, selon moi, renvoient à ces évolutions, ou du moins caractérisent ces évolutions. Premièrement, l'effacement démographique qui caractérise une population qui voit parmi les actifs agricoles, une sous-population s'effacer peut-être encore plus vite que les autres sous-populations, c'est la sous-population des chefs d'exploitation. On peut imaginer que d'ici 10 ans, les courbes d'évolution de la démographie des salariés et des chefs d'exploitation vont s'inverser, voire même se croiser. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a jamais eu aussi peu de chefs d'exploitation en France, il n'y a jamais eu autant de salariés, et notamment de salariés permanents, et notamment de salariés aussi qui interviennent dans ces entreprises de travaux, dans ces CUMA intégrales. Et donc ça, je pense que c'est un phénomène important à souligner. Je pense que le département de l'Hérault n'échappe pas à cette tendance lourde, je dirais, d'une évolution de ces actifs. Donc il y a un enjeu non seulement au renouvellement des générations, mais je dirais plus précisément au renouvellement des actifs. D'où, et tout à l'heure ça a été souligné, la nécessité de renforcer les dispositifs d'insertion dans les métiers de l'agriculture, au-delà du renforcement des dispositifs à l'installation. Je pense qu'il faut mener de front les 2 objectifs que de faire entrer dans la profession des chefs d'exploitation, mais aussi des salariés qui demain pourront être amenés peut-être aussi à reprendre sous la forme associative des exploitations. Donc, et il faut absolument rendre interopérables les dispositifs qui existent, dispositifs nationaux, démarches volontaires en matière d'installation. Deuxième point, effacement de la population, je dirais éclatement des structures. Jamais les chefs d'exploitation n'ont été aussi différents, jamais les projets économiques n'ont été aussi différents. Aujourd'hui, quand il reste encore 3 agriculteurs sur un même territoire, vous pouvez être sûr qu'ils vont porter des projets de vie, des projets économiques très différents. Donc il y a un enjeu à penser la coexistence des formes d'organisation de la production, des modes de vie, puisque on a aujourd'hui, je le disais, non pas un monde agricole, mais des mondes agricoles, et l'activité agricole, elle renvoie tout à la fois à des activités tertiaires, commerciales, artisanales, voire même industrielles. Et c'est ça qui rend beaucoup plus difficile la construction d'un projet politique à destination des agriculteurs, parce que, en fait, on a une diversité de rapports à l'entreprise et de rapports au marché. Troisième point que je voudrais souligner, effacer, éclater, complexifier. Ce qui me paraît très important à noter, c'est la montée en complexité de ces formes d'organisation du travail et de la production. Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, jamais les entreprises agricoles n'ont été aussi complexes.
90% d'exploitations dites familiales en France pour des raisons avant tout capitalistiques. Seuls 20% des exploitations françaises renvoient aujourd'hui à ce modèle de l'exploitation familiale, un homme, une femme, un enfant. Un chiffre corrobore tout ceci. Seuls 20% des chefs d'exploitation, qui sont le plus souvent des hommes, ont un conjoint ou une conjointe qui travaille sur l'exploitation. Donc ça en dit long sur non seulement l'effacement de la catégorie des chefs d'exploitation, mais l'effacement d'un des modèles pensés par et pour les politiques publiques, le modèle à 2 UTH. Et à côté de ça, on voit bien apparaître, notamment dans le secteur viticole, et c'est à peu près 10% des exploitations françaises, des entreprises où il y a une déconnexion complète entre main-d'œuvre, capital foncier et capital d'exploitation. Des exploitations que j'ai pu qualifier par ailleurs aux allures de firme, mais qui d'une certaine manière empruntent avant tout au secteur industriel et commercial. Et donc on assiste véritablement, je pense, et notamment dans ce secteur, à une banalisation de l'entreprise. Et comment je les vois évoluer? Je les vois évoluer en réponse à 2 défis. Un défi interne, gestion de la main-d'œuvre, installation, et des défis externes. On en a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, je ne suis pas un spécialiste de ces questions de changement climatique ou d'agroécologie, mais bref, on a ces 2 défis auxquels il faut faire face. Et moi, ce que j'observe sur le terrain, notamment dans le cadre des travaux que nous menons au sein de la chaire INFACT et Germea, c'est 3 stratégies qui sont à l'œuvre. Premièrement, une stratégie d'association. On en parlait tout à l'heure, on voit des exploitants s'associer. Si tant est qu'ils puissent encore s'associer, créer des formes collectives, ça ne va pas forcément toujours de soi, parce qu'il ne reste pas forcément des exploitants dans le territoire. Deuxièmement, des stratégies d'insertion ou d'intégration de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions. Et on le voit, on a la possibilité parfois, dans certaines entreprises, à avoir recours à une main-d'œuvre salariée où se dessine une montée en complexité, je dirais, des métiers du salariat. Et je pense que l'un des défis de la profession, un des défis majeurs, c'est de penser les carrières du salariat. Il faut aussi donner de la perspective à ces nouveaux acteurs, ces nouveaux actifs. Et puis, 3e stratégie, la stratégie de délégation. Association, intégration, délégation sont, selon moi, les 3 stratégies aujourd'hui qui sont à l'œuvre dans les entreprises agricoles pour répondre à ces 2 catégories de défis que sont les défis internes et externes. Voire même sur une même exploitation, vous avez parfois ces 3 stratégies qui sont à l'œuvre. Et ce, d'autant plus qu'on assiste, et ça a été un peu souligné, à non pas une recherche de diversification, mais une recherche de multispécialisation. On dit souvent que l'un des saluts de l'agriculture, c'est la diversification. On voit bien aujourd'hui sur le terrain que les chefs d'exploitation cherchent avant tout à se multispécialiser pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier à travers des activités de circuit court parfois, mais aussi de production d'énergie. Donc ça, je pense que c'est important d'arriver à penser cette multispécialisation. Voilà comment je perçois à grands traits ces évolutions des structures d'entreprise. Ma question suivante, et la voici, pourquoi y a-t-il tant de controverses dans le milieu agricole? Parce que jamais les agriculteurs n'ont été autant dans la société. Moi, je m'inscris en faux avec l'idée qui consisterait à dire qu'il y a une césure entre l'agriculture et la société. Jamais les agriculteurs n'ont fait aussi bien partie de la société. Quand vous allez déjeuner avec une famille d'agriculteurs, vous pouvez être sûr que cette famille va incarner la société. Les conjointes travaillent à l'extérieur, les enfants travaillent à l'extérieur. Et donc, en fait, finalement, pour moi, les agriculteurs sont confrontés à des défis auxquels sont confrontées la plupart des catégories socioprofessionnelles. Quelles sont les catégories socioprofessionnelles qui ne sont pas controversées aujourd'hui? Les instituteurs sont controversés dans leur pratique professionnelle, les médecins sont controversés. Donc, c'est cette entrée en modernité qu'il faut arriver à vivre et à intégrer. Parce que l'une des particularités, par contre, des mondes agricoles, c'est d'avoir constitué une majorité dans la société. Et on est passé en un siècle d'un statut de majoritaire à un statut de minoritaire. Et c'est ça qui crée la controverse. C'est-à-dire, et la controverse, elle se joue, et je dirais, elle se noue au sein même des territoires. Et ça, c'est quelque chose de brutal et de nouveau pour les agriculteurs que de se découvrir en situation de minorité. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils arrivent aussi à se penser comme des minorités agissantes, des minorités actives à l'échelle du territoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir repenser les outils de la représentation et les types d'actions en faveur de nouvelles formes de dialogue avec le reste de la société. Donc, c'est à la reconquête, je dirais, d'une nouvelle place en situation de minorité qu'il faut procéder.
Et je pense que s'il y a des controverses qui entourent l'agriculture, c'est parce que, bien entendu, la plupart des Français se pensent issus de ce milieu-là et légitimes pour en parler. C'est vrai que le dimanche en famille, ça ne viendrait pas à l'esprit de certains Français de remettre en question le travail de l'industriel du coin. Par contre, l'agriculteur, ça, effectivement, on va se permettre de remettre en question son travail. Parce qu'on se pense issu de ce milieu, parce qu'il semblerait qu'on connaisse vaguement ce milieu, mais c'est aussi parce que je pense que la profession agricole est attendue. Parce que je pense que plus que tout autre secteur d'activité, l'agriculture cristallise des enjeux forts. L'enjeu de l'alimentation, l'enjeu du territoire, l'enjeu de l'emploi. Et ce sont des enjeux auxquels les Français sont attachés. Et donc je pense que c'est peut-être même un trop... Allez, je me fais provoquer. C'est peut-être un trop-plein d'amour qui expliquerait peut-être aussi ces controverses. Et je pense quand même qu'il faut regarder de près. Et il y a un sondage très intéressant qui est sorti qui a été réalisé par le COPA-COGECA, qui montre en fait que le rapport à la critique est très différent en fait d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Et je pense quand même que d'un agriculteur à l'autre, d'une famille agricole à l'autre, en fonction du rapport aux consommateurs, en fonction de leur présence sur les marchés, en fonction de leur engagement dans la cité, de leurs responsabilités, tous les agriculteurs ne vivent pas les critiques de la même manière. Et je pense que, en fait, le regard en plus porté sur les agriculteurs est assez différent du regard porté sur l'agriculture et ses agricultures. Je pense quand même que, effectivement, les Français sont amnésiques d'une période qui a vu monter en complexité l'agriculture, comme si les Français ne souhaitaient pas, d'une certaine manière, admettre que l'entreprise agricole se banalise et que les métiers se complexifient. Et ça, c'est peut-être un travail, non pas simplement de communication, mais de pédagogie à mettre en œuvre. Et ma dernière question, et je vous laisserai deux minutes pour y répondre. Selon vous, comment les agriculteurs vont-ils travailler demain ? Complètement différent. Disons que je l'ai plus ou moins dégagé, j'ai plus ou moins dégagé des pistes quand je parlais d'intégration, d'association, de délégation. Je pense qu'ils vont travailler différemment et je pense que le visage du producteur agricole sera différent. Il y a une association dans nos esprits qui s'est opérée entre la figure du chef d'exploitation et celle du producteur. On aura très certainement des chefs d'exploitation qui monteront de moins en moins sur le tracteur, mais qui seront des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui feront le travail différemment. Je pense qu'il y aura des façons d'échanger entre eux qui seront complètement différentes. Et je pense qu'on assiste déjà à la fin du modèle, à la fin des modèles. Il n'y aura pas un modèle. Et c'est ça qui nous panique un petit peu, parce que, en fait, c'était assez simple de penser des politiques publiques quand il s'agissait d'accompagner un milieu, le milieu paysan, à devenir un secteur d'activité, le secteur agricole, c'est-à-dire ce passage de la ferme familiale paysanne à l'exploitation industrielle. Aujourd'hui, on est rentré dans une troisième phase de l'évolution des formes d'organisation du travail, selon moi. On assiste à une efflorescence des structures d'entreprise, à une montée en diversité des métiers de l'agriculture et à un tuilage de plus en plus grand entre les fonctions et les métiers. Aujourd'hui, un chef d'exploitation, c'est pas forcément, je le disais, celui qui monte sur le tracteur, mais vous avez aujourd'hui, dans une même entreprise agricole, parfois des associés collaborateurs qui sont salariés, des chefs d'exploitation. On voit plus trop où est l'actif, en fait, finalement. Et il y a un grand débat autour de l'actif qui est très stimulant, hein. On organise après-demain, à Toulouse, un débat là-dessus avec Jérémy De Serles qui porte ce débat-là aussi au Parlement européen. La question de la définition de l'actif, elle se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que, mais où est celui qui fait ? C'est une vraie question qui se pose et pour l'instant, je pense qu'on est au tout début d'une rupture assez fondamentale, aussi forte selon moi que celle qu'on a vécue dans les années 60-70 autour de l'évolution des structures d'entreprise. Merci beaucoup, M. Pursac, pour ces éclairages. J'en passe à Pascal Penny. Je le disais tout à l'heure, vous êtes administrateur à Agri-Sud-Ouest Innovation, également en charge des partenariats Supagro. Alors, j'avais plusieurs questions pour vous, mais je vais les grouper. À quel défi de notre agriculture permet-elle de répondre ces innovations à Agri-Sud-Ouest, avec des exemples concrets, si vous voulez bien nous en donner, et pourquoi y a-t-il des partenariats, et quels sont ces partenariats ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de participer à cette matinée de présentation du PADH 2030. Outil extrêmement important et on l'a bien vu, qui est à la croisée des chemins et surtout à la croisée des différents acteurs de ce territoire qui nous réunit et des différentes activités qu'on y développe. Alors,
François a effectivement dressé de nombreux défis et mutations en cours au sein de la profession. Et effectivement, au sein des deux structures que j'ai le plaisir de représenter ce matin, donc à savoir Agri Sud-Ouest Innovation, le pôle de compétitivité spécialisé sur l'agroalimentaire et l'agriculture en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, mais également l'Institut Agro Montpellier, où j'ai le plaisir d'animer les différents partenariats publics et privés. Dans ces deux structures-là, effectivement, on essaye de travailler, d'objectiver, de permettre, de stimuler toutes les formes d'innovation qui permettent justement en partie de répondre. Alors c'est venu plusieurs fois au cours des différentes interventions qu'on a eu le plaisir d'écouter ce matin. Notamment, c'est ce qui guide notamment la définition de ce PADH 2030, mais l'innovation est revenue plusieurs fois, on l'a entendu, malgré effectivement l'image qu'on pourrait souvent avoir de l'agriculture, de ces professions particulièrement ancrées ici localement, de la viticulture, où effectivement on est bien dans la traduction, dans l'authenticité, dans des poursuites à la fois de pratiques et de produits qui s'inscrivent dans cette longue histoire locale. Et pourtant, face aux nombreux défis et mutations qu'on a pu là décrire, c'est bien de l'innovation qui est en cours, qui est déjà à l'œuvre depuis des décennies, mais qui est également une clé et apporte une partie de réponse et d'adaptation à l'ensemble de ces enjeux et aux réponses attendues, pour le coup, par l'ensemble des acteurs de la société. Alors, au sein de ces deux structures, effectivement, j'ai le plaisir de travailler avec des équipes qui sont en permanence au soutien de la profession agricole, par la recherche, par la formation, par surtout, et ce qui est peut-être un petit peu moins connu, l'interaction et l'intermédiation qu'il va y avoir entre acteurs pour justement pouvoir se saisir de problématiques communes et puis trouver des réponses collectives. Alors c'est quoi l'innovation concrètement, au-delà du mot? Qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu derrière pour donner un petit peu de chair à tout ça? Déjà, l'innovation, elle ne va pas être que technologique. Je pense que, comme la plupart des gens, lorsqu'on va utiliser ce terme-là, on va tous penser à l'agriculture numérique, ces nouveaux outils digitaux qui nous permettent de faire des prédictions plus fines, de déterminer, de détecter des signaux au sein des parcelles, etc. Donc effectivement, toute la myriade de capteurs innovants qu'on va pouvoir retrouver, d'outils d'aide à la décision, l'arrivée de la modélisation qui était auparavant plutôt l'apanage de la recherche et qui s'est complètement démocratisé et aujourd'hui fait partie des outils quotidiens et classiques utilisés par la profession. Donc cette innovation technologique qu'on a à peu près tous en tête, donc ce volet numérique, mais qu'on pourrait également illustrer par exemple le secteur du biocontrôle, toutes les nouvelles solutions alternatives aux produits phytosanitaires classiques sont également des innovations technologiques qu'on va pouvoir mettre en avant. Mais à côté de ces innovations technologiques avec des nouveaux produits, des nouveaux services, on va avoir plein d'autres formes d'innovation. Des choses qui sont peut-être un petit peu moins faciles à appréhender. Ce qui est simple à appréhender ici également, c'est les innovations d'usage, donc typiquement des nouvelles pratiques, nouvelles pratiques agronomiques, agroécologiques. On l'a abordé également un petit peu ce matin, je ne m'y étends pas plus. L'agroforesterie, des ombrages, etc. Tout ça, effectivement, sont des solutions plutôt d'usage. On n'a pas forcément de grandes innovations technologiques derrière, mais c'est de nouvelles façons de pratiquer. Nouveaux itinéraires culturaux, nouvelles pratiques agronomiques, préservant les ressources, préservant le sol, par exemple. Mais à côté de ces deux grandes formes d'innovation qu'on arrive assez bien à comprendre, il y a encore tout un tas d'innovations autour de ça. Ce sont des innovations plutôt organisationnelles ou de mise en marché. C'est également complètement au cœur de l'innovation et finalement c'est très transformant aussi et on l'a observé dans nos territoires, on peut l'observer nationalement aussi, on l'a dit également à de multiples reprises depuis ce matin, le développement de circuits courts aux côtés de circuits plus traditionnels avec des acteurs plus ancrés dans l'histoire. Ces innovations d'organisation, on voit qu'elles produisent des effets importants qu'on constate d'ailleurs très fortement ici avec un engagement déjà ancien. Des initiatives de type agri-local, par exemple, portées par le département, sont des nouvelles formes d'organisation, de mise en marché, qui mettent en relation des acteurs qu'on pouvait penser distants, mais qui finalement ne le sont pas et dont les attentes se rejoignent aujourd'hui. Donc là encore, c'est de l'innovation organisationnelle, mais qui porte du changement et des solutions en elle. Et puis je rajouterais à ça également des innovations sociales. Innovation sociale, c'est-à-dire une nouvelle façon d'impliquer au sein de même structure des acteurs différents de la chaîne.
des transformateurs, des producteurs, des consommateurs. Et là encore, que ce soit en région ou dans le département, on a de nombreux exemples autour de ça, sur des associations de consommateurs qui vont aller interagir différemment avec leurs fournisseurs, sur différentes façons, là encore, d'arriver à organiser la distribution, la collecte et la distribution de denrées sur le territoire produites ici. Donc ça, c'est différentes formes d'innovation qui peuvent répondre à ces nouveaux défis. Et à côté de ça, on peut se poser la question, mais une fois qu'on les a déterminés, qu'on les a identifiés, ces formes d'innovation, comment est-ce qu'on passe à l'acte ? Eh bien, pour passer à l'acte, je trouve, là encore, si on veut faire quelques focus sur le territoire, qu'il se passe beaucoup de choses localement à ce niveau-là. Et là, on rejoint le deuxième aspect de l'intitulé de cette table ronde, c'est les nouvelles alliances. Ces fameuses nouvelles alliances, en quoi ça peut Et les partenariats que vous scellez. Exactement, que ce soit au travers de ce qu'on peut pratiquer à l'Institut Agro Montpellier, mais également à Agri Sud-Ouest Innovation. C'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on peut effectivement proposer des nouvelles formes d'action à l'ensemble de ces acteurs pour agir sur ces différentes formes d'innovation, qu'elles soient technologiques, d'usage, organisationnelles ou sociales. Et il y a beaucoup d'outils qui existent. Agri Sud-Ouest Innovation, par exemple, anime énormément de dispositifs pour, par exemple, permettre de diffuser des appels à projets. Les appels à projets, aujourd'hui, c'est un mode d'action qui est privilégié par énormément de structures locales, publiques, que ce soit effectivement les métropoles, le département, la région, mais également toutes les agences d'État, l'Union européenne. Tout passe par des appels à projets dans lesquels, effectivement, il va y avoir de plus en plus, aujourd'hui, ce qui est demandé dans ces appels à projets, c'est la contribution de différents partenaires, scientifiques, professionnels, producteurs, agriculteurs, transformateurs, etc. Et c'est bien la richesse de l'ensemble qui va produire à la fois des constats, mais aussi des solutions un petit peu différentes. Donc dans ces appels à projets, c'est notamment ce que fait Agri Sud-Ouest Innovation. Ils l'ont fait, par exemple, autour d'un programme qui permet de faire émerger des solutions numériques utiles dans les territoires. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et Agri Sud-Ouest, au long cours, est là pour s'adresser à l'ensemble de ces acteurs, que ce soit des entreprises, mais que ce soit également des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs, pour aller justement mener ensemble des actions permettant de définir et d'obtenir des nouvelles solutions. On le fait à travers également différents autres dispositifs. Je vais en prendre quelques exemples. On a en région actuellement ce qu'on appelle le développement de Living Lab. C'est vrai en région Occitanie, c'est également vrai ici sur la métropole, c'est également vrai dans différentes collectivités du territoire. Ces Living Lab, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des laboratoires, mais ouverts à plusieurs acteurs. Ce n'est pas des laboratoires fermés, techniques, qu'on va conserver sur les campus et où la science est seule maîtresse à bord. Pas du tout, c'est au contraire une façon d'aller proposer une réflexion collective et des actions sur le territoire. Je prendrai l'exemple d'Occitanum. Par exemple, Occitanum, c'est un grand projet pour aller essayer de faire émerger des solutions numériques utiles aux différentes formes de production qu'on va retrouver sur le territoire d'Occitanie. Et d'associer autour de ça les producteurs, mais également les conseillers, mais également les intermédiaires, les consommateurs, pour essayer de définir ensemble quelles sont réellement les problématiques, comment est-ce qu'on peut mieux s'en emparer et définir des solutions qui sont utiles à tous, pour mieux mettre en marché, mieux faire connaître quelles sont les pratiques sur le territoire et les faire évoluer également. Donc ça, c'est également une autre façon d'organiser. Et puis j'ajouterai un autre focus aussi, François en a parlé à l'instant, au travers des chaires. Typiquement, ces chaires qui sont portées par différentes fondations. Alors, il y a effectivement la chaire InFact qu'on va retrouver avec différents acteurs très centrés à Toulouse, qui va travailler sur tous les signes officiels de qualité, donc connaissance et les pratiques qu'on peut observer autour de ça. Il y a également énormément de chaires qu'on peut développer à l'Institut Agro, par exemple, sur l'agriculture numérique, la chaire agrotique, sur les agrosystèmes durables, la chaire alimentation du monde également, labellisée UNESCO, sont des espaces, des arènes, où on va se réunir avec des acteurs différents pour justement essayer d'aboutir à des constats et des réflexions communes. Bien, je trouve qu'un des traits, et moi je terminerai là-dessus, qui est assez essentiel sur les derniers temps, c'est la façon aujourd'hui et c'est une vraie évolution sur les dernières années, dont la profession et les organisations, et je salue ici l'action de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, qui est très en pointe sur le sujet, mais également la Chambre d'agriculture de l'Occitanie, qui s'inclut, qui s'intègre de plus en plus dans ces dispositifs-là, qui cherche à aller justement dialoguer avec les autres acteurs de l'ensemble de la chaîne, et qui vient participer à ce type de dispositif, Living Lab, Share,
les projets alimentaires territoriaux également, toutes ces instances de concertation qui permettent de partager les points de vue et de réfléchir ensemble collectivement pour répondre à ces défis qui ont été bien décrits depuis ce matin. Merci beaucoup, M. Penny. Alors, on est passé justement du constat, de l'innovation, des pratiques, des partenariats. Maintenant, on va passer aux praticiens avec Samuel Mas. Samuel, vous êtes vigneron installé depuis une dizaine d'années. Et vous suivez des pratiques agricoles durables et vertueuses. Pourquoi avoir choisi ce chemin et qu'est-ce qui vous a convaincu? Est-ce que ça marche? Oui. Qu'est-ce qui m'a convaincu? Déjà, ça faisait partie de notre engagement personnel. Je dis nous parce que je travaille avec mon frère. Et en fait, on ne concevait pas l'agriculture d'une autre façon, en tout cas de notre point de vue et à l'échelle de notre exploitation. Et c'est vrai que donc, moi, je me suis installé en 2012 derrière ma grand-mère et mon frère m'a rejoint en 2018. Et donc, on a une vingtaine d'hectares, pas trop loin d'ici, vers Saint-Brieuc-de-Montmel. Et en fait, depuis le départ, une des premières actions qu'on a faites, puisque c'était comme ça qu'on concevait les choses, on a supprimé les herbicides. On est rentré aussi dans le réseau des fermes défis de la Chambre d'agriculture pour être suivi, accompagné, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et peut-être que j'y reviendrai derrière. Et puis, tout ça, petit à petit, pour nous amener vers l'agriculture biologique. Et donc, en 2021, on est certifié après 3 années de conversion qu'on a commencé en 2018. Et au même moment, en fait, en 2018, on a commencé à faire aussi une partie de notre production en cave particulière. Et là aussi, dans l'approche qu'on pouvait avoir de la cave particulière, on avait un engagement personnel qui était aussi de vinifier différemment. Et c'est vrai que, par exemple, on fait des vinifications dans des jarres en terre cuite ou des amphores aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui rentre complètement dans l'approche qu'on a. Et au-delà de ça, notre gestion du vignoble, par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du carbone. Et je pense que ce serait intéressant de pouvoir l'intégrer dans les modèles qu'on a viticoles aujourd'hui, puisque ça existe en élevage, mais pas trop en viticulture. Je sais qu'on est en travaux dessus. C'est, par exemple, on laisse 9 mois, nous, l'enherbement dans les vignes, qui nous permet de laisser longtemps l'herbe, un couvert végétal. Et on fait du viticipastoralisme, on laisse les brebis dans les vignes, puisqu'on a la chance d'avoir un berger juste à côté, pendant les mois d'hiver, quand il n'y a pas de végétation. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis 2014. Voilà. Ça fait un bon moment qu'on fait ça. Quels sont les bénéfices que vous tirez de cette démarche et quelles sont les contraintes aussi? Alors, il y a beaucoup de contraintes au final, parce que déjà, on part du principe où naturellement on n'est pas formé à ça. Surtout que nous, on a repris l'exploitation de nos grands-parents qui étaient en désherbage complet. Donc ça veut dire qu'il avait fallu faire un vrai changement. Il y avait très très peu de labour. Au final, on n'avait même pas le matériel, donc il a fallu investir dans du matériel. Renouveler une partie du matériel aussi, parce qu'on avait un vieux cadre vigneron qui n'était pas du tout adapté au travail qu'on pouvait faire. Aussi les vieux intercepts qu'il fallait passer sur des intercepts un peu plus performants et efficients, on va dire, pour arriver à faire du travail, parce qu'on avait quand même des surfaces. Et la formation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout. Et moi, je pense que c'est une des premières contraintes qu'on a pu avoir, c'est apprendre à utiliser le matériel. Et puis, en fait, échanger avec d'autres agriculteurs, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre, de voir ses voisins comment ils font, ou d'autres agriculteurs, pour essayer de l'adapter au mieux sur son exploitation. Et ça a été une des premières contraintes, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler également de la vivabilité de votre travail et du sens que vous lui donnez? Alors, la vivabilité, c'est très compliqué de façon à mesurer. Nous, aujourd'hui, on ne se paye pas normalement parce qu'on a fait beaucoup d'investissements, on est jeunes, et puis quelque chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, on a parlé des transmissions et des reprises d'exploitation, mais nous, c'est une exploitation familiale et on n'est même pas propriétaire, on est fermier de la famille. Parce que c'est une vraie contrainte aujourd'hui d'avoir du patrimoine fiscalement parlant, on va dire. Et quand on parle aujourd'hui des besoins qu'on peut avoir, c'est l'investissement complet dans l'achat du bien aujourd'hui, les parts sociales de la société familiale, on va dire, qui nous pèse beaucoup financièrement. Et puis l'investissement dans le vignoble, qui, du fait du passage en bio ou du supplément des herbicides, par exemple, parce que je pense qu'on a coupé les racines de surface, ça nous a fait perdre 30 voire 40% de nos rendements les 3 premières années. Et puis aujourd'hui, on est sur un rendement en croissance puisqu'on a installé l'irrigation, on a une approche aussi différente, j'y reviendrai peut-être plus tard avec des outils d'aide à la décision qui nous permettent, au travers de stations météo ou autres, de modéliser les impacts des maladies ou des réserves utiles en eau dans le sol pour pouvoir irriguer au bon moment et en tout cas limiter notre empreinte sur l'eau. Mais c'est complètement, quelque chose qu'on a aujourd'hui et qui est engagé pour nous. Dans l'environnement qui est le vôtre, comment se passent les relations avec votre voisinage? Alors, ça a été un long travail, parce que je pense qu'on a, encore plus maintenant avec le Covid, on a un gros changement. Mais nous, déjà, on a une forte population qui veut venir vivre à la campagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est un vrai changement. On a eu l'exode rural il y a très longtemps, maintenant on est plutôt un exode urbain. Et tout le monde veut venir vivre à la campagne. Et le problème, c'est qu'il faut apprendre à vivre ensemble, sachant que, comme disait M. Purseigle,
Tout le monde croit savoir ce qu'est l'agriculture, mais au final, ils n'y connaissent pas grand-chose. Et en fait, de pouvoir échanger et de pouvoir expliquer nos pratiques, souvent on dit on pourrait aller traiter les vignes juste avec de l'eau, on nous pointerait quand même du doigt. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un gros problème, la communication et savoir échanger. Donc c'est vrai que nous, depuis le départ, et en plus du fait qu'on vende nos produits à proximité, on réunit souvent les voisins et autour d'un verre de vin, ça marche très bien aussi. Hein. Et ça permet de vraiment échanger et d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on traite la vigne, qu'on soit en bio ou pas en bio, c'est pareil. Et je veux dire, ça permet d'expliquer les choses. Mais le problème, c'est que les médias derrière nous tapent dans le dos. Et des fois, je parle au sens général, hein, les médias au niveau national. Et des fois, c'est très difficile de rattraper parce que du coup, on est un peu jugé parti dans l'histoire. Et donc, on est très facilement pointé du doigt. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en communication permanente. Et souvent, après un reportage qu'on peut avoir des fois sur France 2 qui peut nous remettre en question. Monsieur Mas, vous avez eu également des responsabilités au niveau national, au niveau européen, en tant que représentant des jeunes agriculteurs. Quelles sont les réflexions des commissions auxquelles vous avez participé ? Alors énormément. Donc je prendrai plutôt ma dernière casquette qui était au niveau européen, puisqu'on était dans la nouvelle mouture de la PAC, qui aujourd'hui a été signée, qui rentrera en action au fur et à mesure. Hein, on est jusqu'en 2027 normalement. Et puis le Green Deal, qui a été un grand dossier et qui intègre deux stratégies. Tout à l'heure, il a été fait mention de la ferme à la fourchette et puis biodiversité, qui sont deux énormes stratégies. Et là-dessus, on a été très actifs, puisque là aussi, ça c'est une volonté donc, du coup, de la Commission européenne, hein, ce n'était pas du coup, des autres acteurs, qui était d'aller plus loin sur l'importance et la réduction des intrants, ou des pesticides et autres, on peut l'appeler comme on veut. Et le problème, c'est qu'au même moment, par les études qu'on pouvait avoir, et je pense que c'est important de citer ces choses-là, tout à l'heure, il a été cité le fait que les consommateurs allaient surtout sur des signes de qualité. Alors ça, c'est vrai quand il rentre, avant son caddie dans le supermarché, mais quand il ressort, c'est plutôt le prix qui est très important. Et c'est vrai que quand on regarde une étude qu'a fait le BEUC, qui est le Bureau européen des consommateurs, 67% des consommateurs, ils ne veulent pas d'augmentation des prix en fait, sur les produits. Et donc là-dessus, comment ça se passe? Et c'est quelque chose qu'on est souvent en train de mettre en avant, et c'est de dire comment nous, on peut avoir une action, sachant que la grosse problématique, on a parlé tout à l'heure, c'est le changement climatique, mais l'importance économique. Hein. Nous, la taxe Trump a eu un énorme impact sur la viticulture, mais énorme. Des fois, on a du mal à l'imaginer. Et puis, il y a plein d'actions économiques qui font qu'on a les changements. Le Covid est une chose. Et c'est de dire comment on peut arriver à créer un pool ou une boîte à outils, comme on parle d'outils, qui nous permettent demain de faire face à l'ensemble de ces outils. Donc, on parlait d'adaptation, d'amélioration de l'impact climatique, mais nous, on a besoin aussi de garde-fous sur la partie économique, et notamment avec le marché unique national qu'on peut avoir, mais aussi extérieur, puisqu'on fait des échanges. Et je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, on a quand même des outils très intéressants qui sont la contractualisation, qui nous permettent de lisser sur plusieurs années d'avoir des prix fixes, hein, et qui est aujourd'hui quelque chose qui est un combat qu'on mène, notamment, je me tourne vers Jacques, qui est au Pays d'Oc, il y a d'autres endroits qui nous permettent aujourd'hui de vraiment faire avancer les choses et qui sécurisent un petit peu les exploitants, et surtout nous en démarrage. Mais quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que dans la transition écologique, tout le monde nous pousse à aller, et notamment vers le bio aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas supporté. C'est l'agriculteur tout seul sur ses épaules qui, pendant 3 ans, supporte la conversion. Et le problème, c'est que si vous avez un changement, une réduction des intrants, réduction des rendements, on l'a vu avec la grêle en 2016, enfin, on va dire qu'on a tout connu. Hein. La grêle en 2016, des grandes sécheresses, 2 successives, du milieu en 2018, énormément. Hein. Bon, ça c'est changement climatique indirectement, mais bon, on a eu beaucoup d'eau. Et puis cette année, le gel. Et l'an dernier, un petit peu. Donc chaque année, on a quand même un aléa. Et si on n'est pas aidé aussi par le reste de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la transformation et la distribution, pour supporter ce poids de transition, ça ne marchera pas. Il faut qu'on arrive à partager le risque. Merci beaucoup, Monsieur Mas, pour votre témoignage très intéressant. Madame Michelon, c'est à vous. Je le rappelais tout à l'heure, vous êtes très investie à la Chambre d'agriculture. Quel est le travail justement de la Chambre pour répondre aux attentes sociétales et en particulier pour répondre aux demandes des consommateurs qui viennent d'être évoquées à l'instant? Oui, bonjour à tous. Mais le premier travail de la Chambre, c'est celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute des agriculteurs, ça c'est évidemment le premier point. La Chambre d'agriculture, c'est la maison des agriculteurs. Et d'être à l'écoute également de ceux qui sont partenaires aujourd'hui, qui signent la charte, et de faire un petit peu la jonction des deux. Parce que c'est un petit peu en dehors de votre question, mais c'est à l'écoute des témoignages qui m'ont précédé. J'étais en train de penser à ça, j'étais presque un peu étonné d'entendre mon voisin dire on est content parce que maintenant les agriculteurs viennent siéger avec nous pour réfléchir à l'agriculture de demain.
Ah. Donc, des instances réfléchissent à l'agriculture de demain et les agriculteurs sont dans leur champ et se débrouillent. Et ça, c'est la grande nouveauté, et la grande, enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais ça paraît une évidence, c'est mettre l'église au milieu du village. Il est bon, ok. Il y a un défi qui se pose à nous tous, c'est l'alimentation. On l'a bien vu là avec le Covid, avec, on l'a cité tout à l'heure, la population qui grandit, enfin, tous les défis qui se posent à nous pour l'alimentation. Il y a le défi de la souveraineté alimentaire, il y a le défi du changement climatique, il y a le défi même environnemental au-delà du changement climatique. Et des gens qui réfléchissent, et d'un coup on se dit, tiens, en fait, peut-être qu'on pourrait associer les agriculteurs à notre démarche. Et les agriculteurs, d'abord, n'ont pas attendu, parce que comme M. Purcell l'a souligné tout à l'heure, les agriculteurs ne sont pas en dehors de la société. Je veux dire, Samuel vient de le dire, lui, il a repris l'exploitation de ses grands-parents, donc ses parents faisaient autre chose, il a vécu autre chose. Moi, j'ai la joie et le bonheur d'être sorti de l'école d'agronomie, d'agriculture de Montpellier, donc j'ai vécu autre chose. On n'est pas étranger aux problèmes sociétaux de notre pays et de ce qui se passe. Donc évidemment, les agriculteurs sont associés à ce changement climatique, à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, pour revenir à votre question, la Chambre d'agriculture, elle est là pour ça, pour faire ce lien entre aider les agriculteurs, écouter leurs problématiques, les aider à surmonter ces défis, leur donner des clés, leur rendre accessible et compréhensible la complexité du monde qui nous entoure. Et d'un autre côté, elle doit tendre la main à tous nos partenaires autour pour faire le lien et proposer des solutions et donner aussi les contraintes. C'est-à-dire, écoutez, il y a des choses qui sont parfois... j'ai en tête que quand j'étais à l'école d'agronomie, la grande innovation de M. Carbonneau, qui est maître viticulteur, c'était la vigne en lyre. C'était une innovation géniale qui n'a jamais été appliquée. Pourquoi ça n'a jamais été appliqué ? Parce que les agriculteurs n'en voulaient pas. C'était infaisable. Infaisable. C'était génial techniquement. C'était une innovation extraordinaire, mais ce n'était pas gérable. Et tant qu'on ne fait pas cette discussion-là entre le pratique et le théorique, on se plante. Et donc c'est le gros sujet de notre PADH. Et à quoi sert une chambre d'agriculture ? À faire ce qu'on est en train de faire. Nous mettre tous autour de la table et dire voilà les soucis. Nous avons des agriculteurs qui ont toutes les difficultés qu'ont évoquées M. Purcell et qui doivent maintenant changer de structure. Nous avons des solutions techniques et puis des problèmes environnementaux. Tous ensemble, qu'est-ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, pourquoi, où est-ce qu'on va, comment on fait. Et franchement, le chemin déjà parcouru, il est gigantesque. Parce qu'effectivement, l'agriculture des années 50, c'est pas celle de maintenant. Mon voisin l'a dit, il a changé tout son matériel, mais avant, déjà, eux, ils avaient acheté du matériel. Donc on a acheté du matériel, on s'est mécanisé, on s'est spécialisé, on est allé vers autre chose. Dans l'Hérault, on a replanté toutes nos vignes depuis 40 ans. Tout le vignoble a été replanté, déjà une fois, et on recommence. Je ne sais pas si... Voilà, on parcourt le chemin déjà... On envisage le chemin déjà parcouru. Voilà. Et je me suis éloigné de mon sujet, mais... Non, mais je vous en prie. Voilà. On va revenir un instant sur les consommateurs. Quelle vision avez-vous de l'avenir entre les relations agriculteurs et les consommateurs ? La vision, c'est celle-là. C'est qu'on a besoin de se parler, de se reconnaître. De se connaître, de se reconnaître. Du côté agricole, faisons de mea culpa, on a besoin d'accepter les critiques qui nous sont formées. Il y a eu des excès, oui, bien sûr, il y a eu des excès. Comme dans tout domaine, je dirais, il y a eu des excès, il y a des choses qu'on faisait et qu'on ne ferait plus jamais. Il y a des choses que faisaient nos parents parce qu'ils pensaient bien faire et que nos enfants ne feront plus jamais parce qu'on sait aujourd'hui que ce ne sont pas de bonnes pratiques. Ça, c'est la première chose. Mais de l'autre côté, il nous faut aussi que les consommateurs nous reconnaissent dans le travail que je viens d'évoquer et que nous faisons au quotidien. Et parfois, alors plus dans l'image qui nous est renvoyée, on renvoie une image de gens qui sont complètement déconnectés du quotidien. Or, dans la commission dont je me coupe, tout ce qui est les circuits courts, quand on reçoit le public, quand on discute avec les gens, c'est toujours très étonnant d'avoir ce discours, dit oui mais eux ils font pas bien, c'est pas comme vous. Je dis, ah bon, mais moi je suis défendeuse. Non mais parce que on vous connaît, vous êtes là, on vous connaît. Donc ce sujet il est là, c'est rencontrons-nous et discutons. Les circuits courts, et malheureusement, j'ai toujours une vision positive des choses, et je crois qu'il faut être très positif quand on est agriculteur, sinon il faut choisir un autre métier. Le Covid a eu malheureusement cet effet très positif de gens qui ont été cloîtrés chez eux pendant 3 mois au printemps. C'était plutôt une chance que ce soit au printemps, parce que c'est la saison des fraises, des cerises, des abricots. Et donc tous nos concitoyens étaient ravis d'aller dans nos fermes ou d'aller se faire livrer des fraises fraîches qui sortaient de chez eux, des œufs frais et des produits frais. Et d'un coup, ils ont découvert ou se sont rendus compte en tout cas qu'autour d'eux, finalement, il se passait des trucs et qu'il y avait de quoi manger, des produits frais, de saison, de qualité,
sans pour autant être sur-marketisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont sans aucun label, et pour autant, les consommateurs s'y retrouvent. Pourquoi ? Parce qu'on peut aller chez eux, parce qu'il y a une petite chèvre qui se balade au milieu des fraises. Alors tout ça n'est pas du tout HACCP ou tout ce que vous voulez, mais ma foi, c'est juste l'agriculture. C'est comme ça que pousse ce qu'on mange. Et ce côté-là, donc cette redécouverte du fait qu'il y a de l'alimentation et les circuits courts qui en sont en plein essor, et on le voit, je crois que les dernières études, M. Purcell est sûrement plus au fait que moi, montrent qu'il y a même une désaffection sur les marques et qu'en fait, on retourne plutôt à l'exploitation, on retourne à la source. Ça, je crois que c'est le gros côté positif. Et donc, Chambre d'agriculture, comment faire pour nous un petit peu aider les agriculteurs à aller vers le consommateur le plus directement possible et dire aux consommateurs que oui, vous pouvez y aller, et sans pour autant délaisser. Parce que d'un autre côté, il faut être réaliste. Je ne pense pas qu'on pourra nourrir tout le bassin parisien en circuit court. Mais on peut créer des liens, des choses plus directes et une réassurance en montrant d'où viennent les produits, même en circuit long ou semi-long. Je veux dire, des agriculteurs livrent directement le mine de Rungis, qui est énorme. Donc c'est un circuit long, il y a un intermédiaire, mais quand même très court, parfois en kilomètres, en temps passé et en temps de chambre froide. Donc cette réassurance-là, elle est très importante, et je crois que c'est là-dessus qu'on doit capitaliser. Oui, merci beaucoup, Madame Michelon. En parlant du mine de Rungis, celui de Montpellier, en tout cas, je vois son directeur qui est là, Olivier Leroux, privilégie les circuits courts et depuis déjà quelques années. Ça fait partie des travaux qu'on a fait avec le mine de Montpellier, créer un carreau des producteurs sur le mine de Montpellier, comme ça a été fait à Toulouse, pour pouvoir... En fait, c'est étrange ce qu'on est en train de dire, mais c'est l'agriculture, on réinvente tout le temps un peu l'eau chaude. C'est-à-dire que les agriculteurs réinvestissent le circuit mi-long qu'est le mine. Mais sur le mine, il peut y avoir des produits locaux, c'est pareil, c'est le mine, ça sert à ça, ça a été créé pour ça. Mais on s'est éloigné au fur des années, on y revient. Et le travail qui est fait avec le mine de Montpellier, c'est exactement ça, et je les en remercie. Ça fonctionne et on y bosse. Ça fonctionne. Et le carré de producteurs marche très bien. d'Occitanie. Pour bien connaître aussi le mine. Merci beaucoup, Madame Michon. Yvon Pelé, donc élu du département. Le département de l'Hérault s'est engagé dans plusieurs démarches pour rapprocher. On va à nouveau parler des producteurs et des consommateurs. Pour rapprocher les producteurs des consommateurs, pouvez-vous nous résumer rapidement les deux projets que sont la plateforme AgriLocal 34 et le projet alimentaire territorial ? Bien, AgriLocal, ce n'est pas un projet, c'est une réalité. C'est donc le rapport, une plateforme virtuelle entre le producteur et le consommateur au niveau des institutions, c'est-à-dire lycée, collège, maison de retraite, etc., crèche. Donc c'est un rapprochement donc, entre les deux. Et le PAT, le plan d'alimentation territoriale, va complètement dans ce sens. Et vous avez salué Olivier Leroux, j'allais le faire, vous avez anticipé avant moi. Donc nous travaillons ensemble depuis de longues années. Et puis avec Isabelle Touzard, qui est vice-présidente à l'agroécologie à la métropole. Je crois que c'est important tout ce qui a été dit, tout a été dit en amont. Et puis quand on entend Céline qui parle ou Samuel, c'est important. Je crois qu'on peut être optimiste parce qu'aujourd'hui on produit et puis ce qui m'a fait plaisir, c'est j'ai vu dans le PADH, Jérôme et Cécile, je vous remercie parce que cette communication positive, j'en parle depuis des années, enfin depuis que je suis élu et devant les préfets différents, et chaque fois j'ai dit mais arrêtez de tendre la joue parce que vous le savez comme moi, quand on tend la joue, on est critiqué, alors après on répond et on vous complète en disant, vous voyez, ils essaient de se justifier. Non, parlez positivement de cette belle agriculture, de ce territoire. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Tiens, je vais enchaîner avec la question suivante. Les agriculteurs font de beaux efforts déjà depuis quelques années. Écoutez, j'ai le privilège de l'âge, j'ai à 69 ans, je suis né à Saint-Geniès-des-Mourgues. Et vous les connaissez bien, les agriculteurs et les viticulteurs. Au milieu des agriculteurs. Et puis, vous avez parlé des transformations, etc. Mais moi, j'ai connu le cheval dans les rues du village. Et l'agriculture a toujours évolué. Et vous savez, je me souviens, quand je voyais partir mes agriculteurs de Saint-Geniès, que j'étais gamin, les traitements qui se faisaient, je ne vous parlerai pas des produits, etc. Mais aujourd'hui, nos agriculteurs ont fait vraiment de très, très gros efforts. Mais il faut le dire. Aujourd'hui, il faut dire que le monde agricole
On parle des intrants, on parle de toutes ces choses-là, mais rappelez, enfin, beaucoup de jeunes sont là, et puis d'autres qui sont moins jeunes comme moi, mais rappelez-vous les traitements qui étaient faits à l'époque, par nos parents, par nos grands-parents. Alors je crois qu'aujourd'hui, ces choses-là, il faut le dire, il faut aller dans les écoles. Camille Venton est là, je sais que bon, c'est aussi son dada. Il faut aller vers les écoles, il faut que nos agriculteurs aillent expliquer aux petits leur métier. Parce que vous savez, ça je parle un peu avec l'expérience, quand on parle aux petits, le petit, quand il va parler à son papa, sa maman et à ses grands-parents, ça y est, la solution elle est trouvée. Si le petit dit que l'agriculteur est vertueux, que l'agriculteur il fait des bons produits, qu'on va se régaler de manger, eh bien, je crois que bon, la boucle, elle est bouclée. Voilà. Donc, il faut communiquer positivement. Je reviens sur le département. Le département aide et accompagne l'évolution des métiers, avec notamment des choses concrètes, des aires de lavage, des stations pour les effluents et le développement de la confusion sexuelle. Là aussi, vous êtes très présent. On est très présent, mais ça, c'est une volonté. Mon président vient de revenir, il est là, il en a parlé ce matin. Je crois que c'est une volonté. Bon, Kléber Mesquida, il est comme moi, il est né de l'autre côté de la Méditerranée, mais il est arrivé ici, sur ce beau territoire de l'Hérault, au milieu des vignerons, au milieu de l'agriculture. Donc, on a vu évoluer ces choses-là. Et je crois qu'il faut, si le département, dès qu'il est arrivé donc à la présidence du département en 2015, bon, mais ça a été sa première consigne, ça a été député de l'agriculture aussi. Donc, si vous voulez, ça a été sa première consigne. Il faut accompagner les agriculteurs dans cet effort que font les agriculteurs. Et si nous, collectivités, on n'est pas à côté d'eux, alors qui sera à côté d'eux ? Donc, les luttes, donc la confusion sexuelle, la lutte contre les intrants, la recherche dans les cépages résistants, l'irrigation, toutes ces choses-là, c'est notre boulot. Mais j'allais dire, on le fait parce qu'on doit le faire. Ce n'est pas un affichage politique. Si nous voulons conserver cette terre agricole dans ce beau département de l'Hérault, nous sommes obligés, et nous le faisons avec grand plaisir, de travailler main dans la main. Et je le dis toujours, on travaille main dans la main. On n'est pas là pour, en arrivant, en disant on va faire ça parce que nous on le sait, etc. Non, notre travail, et Kléber et Jérôme l'ont dit tout à l'heure, c'est un travail partenarial avec les vignerons indépendants, les coop de France. Donc nous sommes tous en partenariat. Et je crois que ce partenariat, il est fort ici dans ce département, et il faut le continuer pour aller dans le bon sens de l'agriculture. Un mot sur les élus également. Alors, on vient de le voir, hein, être agriculteur, c'est une vraie profession, une activité économique qui pèse, et pas seulement une variable d'ajustement. Les élus, et notamment les maires, dont vous faites partie, doivent-ils vraiment s'engager et s'impliquer comme vous le faites, Yvan Pelé ? Ils ne doivent pas s'engager, ils doivent s'engager à fond. Samuel en parlait tout à l'heure, je me souviens, j'ai la chance de le connaître depuis de nombreuses années. Il était en agriculture biologique, il sortait avec son tracteur, déjà on le stigmatisait. Non, il faut que les élus aient le courage de défendre leur agriculteur. Donc le territoire, tu l'as dit Samuel, tu l'as dit Céline tout à l'heure, donc on voit de plus en plus d'urbains qui viennent au village. Eh bien il faut leur dire que dans le village il y a des agriculteurs, que dans le village, il y a des gens qui travaillent. Il faut remettre l'économie au centre du projet. Jérôme le dit souvent. Donc, on veut vivre du produit de notre exploitation. Et il faut que les élus soient à côté, en communication, dans les bulletins municipaux, dans les manifestations. Il faut toujours, dans la gestion du PNLUI, le PLU ou le PNLUI. Donc, Isabelle Touzard, je suis à la métropole de Montpellier, on en parle ensemble en ce moment. Donc il faut qu'on sanctuarise l'agriculture. Et si on ne veut pas avoir de problèmes de voisinage et de cohabitation, eh bien il faut qu'à un certain moment qu'on explique bien à l'agriculteur, et des fois ça ne fait pas plaisir à l'agriculteur, il faut lui dire que son terrain, qui n'est pas très loin des portes du village, qui est aux portes du village, il va rester agricole. Il faut le lui dire, mais il ne faut pas le lui dire après les élections municipales. Il faut le lui dire avant les élections municipales. On prend un bon anglo, on échange, mais au moins, quand on est en place, eh bien, il le sait. Et j'ai eu cette expérience, je l'ai fait, Jérôme, parce que bon,
vous le savez tous, on habite au même village, eh bien, je l'ai fait, Jacques est là-bas aussi, donc il est maire aussi, et puis Isabelle aussi, et d'autres. Eh bien, quand on le fait, on a un échange musclé, c'est dit, et au moins, après, quand on est en place, eh bien, on peut faire ce que l'on veut. Donc, il faut que l'élu, il faut que le maire, parce que vous savez, on peut dire tout ce que l'on veut, au village, celui qui tient la queue de la poêle, eh pendant 6 ans, c'est le maire. Et donc, le maire, s'il a le courage d'affirmer sa position, ses positions, eh bien, c'est gagné pour nos agriculteurs et pour ces petits, ces jeunes. Excusez-moi, Samuel, je dis ces petits, ça pourrait être un petit, mais pour que ces jeunes puissent vivre sur leur territoire avec d'autres personnes, échanger et ne pas être stigmatisés. Voilà, ça c'est important. Merci Yvon Pellet. On va remercier nos 5 intervenants de cette belle table ronde. Merci. Restez là une seconde. Restez là une seconde parce que pendant quelques minutes... Voilà, exactement. Merci Président, j'allais y venir. Restez là quelques secondes. Que ce soit des questions sur la charte stratégique qui vous a été présentée tout à l'heure ou sur les thèmes qui viennent d'être abordés là, est-ce que si vous avez des questions, vous levez la main ou une intervention ou un témoignage, la parole est à vous. Y compris donc sur la charte stratégique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question à nos intervenants? Est-ce que nos intervenants, quelqu'un parmi vous souhaite rajouter quelque chose? Monsieur Purseigle? Juste un mot, j'aurais pu le souligner tout à l'heure quand j'ai parlé de l'effacement démographique. Je pense qu'il est important de rappeler qu'avoir des agriculteurs sur le territoire ne va pas de soi. Et qu'effectivement, une agriculture sans agriculteurs peut advenir. Et donc, ça doit nous amener à réfléchir, ça doit nous amener à dire et à admettre que si on veut des agriculteurs, ou du moins si demain il s'agit pour nous d'avoir des agriculteurs sur le territoire, il faut le vouloir et ça nécessite une construction politique. Et ça, on l'a trop souvent oublié. On a aujourd'hui 1 million d'actifs en agriculture, mais parce que la France, et notamment au sortir du 19e siècle, a fait le choix d'asseoir la République dans les villages. Gambetta disait « il faut absolument que les paysans chaussent les sabots de la République pour que la République soit invincible ». Et c'est aussi pour ça qu'on a encore 15% des maires qui sont des agriculteurs. Mais il ne faut pas considérer que par essence, il y aura toujours des agriculteurs sur le territoire. Il faut considérer qu'il faut admettre que les choses peuvent changer et donc il faut décréter et mettre en place des dispositifs pour en avoir encore là demain. Et ça me paraît fondamental de considérer que la présence sur les territoires des chefs d'exploitation est le fruit d'une volonté politique et ne sera que le fruit d'une volonté politique. Merci pour ce complément, M. Purseigle. Une réflexion, une question, témoignage. Bon, bah écoutez, ce qui prouve que vous avez été suffisamment complet, semble-t-il. S'il n'y a pas de questions, on va à nouveau vous applaudir et vous remercier. Merci beaucoup.